Prendre une pause entre mes saisons, c'est la décision la plus intelligente que je prends chaque année. Mais le truc, c'est qu'il m'a quand même fallu 4 ans pour vraiment le comprendre. Dans cette vidéo, en fait, mon but, il est vraiment tout simple. J'aimerais essayer de vous convaincre que la coupure annuelle, c'est peut-être le petit truc qui vous manquait pour vraiment passer à un autre niveau en course. Bon, vous le savez, enchaîner les kilos, ça génère beaucoup de fatigue, semaine après semaine, mois après mois. Et le premier truc dont il faut avoir conscience, c'est que si votre niveau de forme, il augmente progressivement durant la saison, votre fatigue, elle augmente aussi. Faut voir un peu le truc comme un compte bancaire. Si vous faites que dépenser votre argent, au bout d'un moment, vous êtes obligatoirement dans le rouge. Et là, votre banquier vous appelle et il vous dit « Bonjour Maxime, vous êtes complètement dans le rouge, vous ne faites que dépenser, vous allez finir fauché. » Bon, en fait, c'est peu probable que votre banquier vous dise ça, mais en sport, à l'entraînement, c'est pareil. Personne n'a envie de finir fauché. Et si vous voulez éviter de dépenser tout votre capital d'énergie sans jamais refaire le plein, prenez une coupure. Dans son livre Rest is the New Sport, Jeff Gay il nous parle de 4 types de fatigue. Il y a la fatigue physique, mentale, hormonale et métabolique. Et le but de la coupure annuelle, c'est simple, c'est repartir avec un corps frais et en santé. La fatigue physique, c'est la fatigue que tout le monde connaît. Après des mois d'entraînement intensif, les kilomètres, ils usent vos muscles, vos tendons, vos articulations et même vos os. La course, elle génère aussi des micro-traumas et la seule façon de les guérir, c'est de passer du temps à chiller, tout simplement en fait. La fatigue mentale, elle est clairement sous-estimée si vous voulez mon avis. Si vous courez, vous le savez, la course, c'est pas forcément un sport facile que l'on pratique seulement pour le plaisir, du moins pas si vous voulez performer. Le plaisir, il provient souvent du sentiment d'accomplissement, mais on est loin du plaisir qu'on peut ressentir à taper un soccer ou à regarder Netflix. Bon, courir sur une base régulière, ça demande énormément de volonté, et c'est pour ça qu'il y a autant de fatigue, de surentraînement et même des fois du burn-out chez les athlètes d'endurance. Il y a des dizaines d'études scientifiques, en fait il y en a sûrement plus, qui ont démontré l'impact négatif de la fatigue mentale sur la performance sportive. Et surtout dans les sports d'endurance. L'explication en fait, elle est plutôt simple. Quand un coureur devient trop fatigué mentalement, sa perception de l'effort elle augmente et il est plus capable de pousser autant. Et si par miracle ce coureur il parvient quand même à pousser, pour un même niveau d'effort, sa performance elle va diminuer et ça c'est hyper frustrant. Et c'est bien là le problème en fait, car pour progresser en course à pied, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un bon stock de motivation. Ça vous permet de pousser à l'entraînement, ça vous permet de pousser semaine après semaine et tout, et ça génère en fait des adaptations physiologiques, c'est ce que vous cherchez. Et en gros, la coupure annuelle, ça va permettre de remplir le réservoir de détermination, mais c'est pas tout. La fatigue mentale, elle impacte également l'humeur, la motivation, le bien-être, le plaisir à l'entraînement, bref, un paquet de choses, et c'est donc moins probable de dépasser vos limites si vous commencez pas votre saison 100% frais en fait. Je sais pas si vous avez déjà remarqué le nombre d'athlètes qui explosent littéralement leur record personnel après avoir pris 2, 3, 4 mois de coupure complète à cause d'une blessure. Il y a d'autres types de fatigue aussi, mais on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous dire, mais sachez qu'il existe une fatigue hormonale, c'est-à-dire de la glande thyroïde, qui serait assez fréquente chez les coureurs apparemment, selon cette étude que je vous mets quelque part. Il y a aussi une fatigue métabolique qui correspond à une fatigue plus musculaire de ce que j'ai compris. Donc voilà, il y a un paquet de fatigues différentes. Bon, je me suis beaucoup demandé pourquoi c'était aussi dur pour nous les coureurs de prendre une pause. Du coup, j'ai un peu identifié quelques freins qui reviennent souvent. Et le premier, c'est j'ai peur de perdre ma condition physique et de me désentraîner. Bon, physiologiquement parlant, vous ne perdez rien ou presque rien durant les 5 premiers jours de pause, et ça c'est notre ami Jack Daniel qui le dit. Puis après votre fitness, il va baisser lentement jour après jour, et après 2 semaines de coupure, mon expérience terrain m'a montré qu'il vous faudra environ 1 mois pour retrouver votre condition d'avant. Mais ça va dépendre de l'âge quand même. Par contre, c'est vrai que ça va vraiment aussi dépendre de chacun. Par exemple, les gros burners, c'est-à-dire ceux qui courent beaucoup de kilos et qui accumulent, ils sont moins touchés par le désentraînement apparemment. Et ça ferait du sens car on perd plus rapidement en fait ses qualités de vitesse que d'endurance. En fait, des chercheurs suggèrent que c'est avant tout le système nerveux et le mental qui se désentraînent. Et ça explique pourquoi on pense avoir perdu notre condition physique après seulement 1 semaine de pause. Et pour les curieux, vous pouvez aller lire cet excellent article que je vais vous mettre quelque part à l'écran qui parle de désentraînement et qui va vraiment en profondeur sur le sujet. Un deuxième truc, c'est j'ai peur de perdre ma motivation. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, prendre une coupure totale de course, ça permet de remplir le réservoir de détermination. En fait, c'est le fait de couper complètement qui permet au cerveau de retrouver un goût prononcé pour l'activité. Par contre, je vais pas vous mentir, lors de votre retour, lors des premières semaines, ça peut vraiment être difficile, ça peut être un peu frustrant, mais en fait, c'est une bonne chose car pour moi, avoir un genre de flemme, c'est le signal que j'ai totalement récupéré. Un autre point, c'est j'ai peur de prendre du poids. En fait, si vous ne mangez pas plus que vous consommez, vous ne prendrez pas vraiment de poids, surtout en seulement 2 semaines. De plus, le poids il doit être périodisé,
Personnellement, je recommande vraiment à mes athlètes de se remplumer, de manger davantage entre les saisons et de se forcer à bien manger afin d'éviter les blessures et de repartir sur des bases bien saines, c'est vraiment important. Le syndrome du déficit énergétique dans le sport, c'est sérieux. Il y a un paquet d'études qui démontrent que ça affecte les performances. Allez voir ça sur mon blog, j'en parle beaucoup plus. Et si je peux vous parler de Bernard Lagat, c'est une légende du 1500 mètres. Et lui, il adore raconter qu'entre chaque saison, il prend environ 10 livres. Et bien sachez que Bernard, qui était déjà au top niveau au début des années 2000, c'est toujours un athlète ultra rapide puisqu'il a couru un marathon en 2h12 à 44 ans. J'ai peur de perdre mon équilibre de vie. Bon, c'est vrai que d'arrêter de courir, ça peut créer un genre de déséquilibre et parfois même un stress, juste parce que vous changez votre routine. Mais posez-vous cette question. Que penseriez-vous de votre ami cycliste s'il n'était pas capable de prendre 2 semaines de repos? Clairement, vous le jugeriez et vous direz qu'il est obsessif. C'est peut-être pareil pour nous. Bon, maintenant, si vous avez peur de perdre le contact avec vos partenaires d'entraînement, je le comprends, c'est ce que je ressens aussi. Mais il faut se dire que la coupure, c'est aussi l'occasion de proposer d'autres activités, d'autres trucs à vos partenaires, genre un resto, une rando, un apéro, un truc en haut, quoi. Et ça change, ça renforce les liens, ça peut vraiment faire du bien. Et juste se voir en dehors de la course, des fois, ça développe d'autres trucs un petit peu, fait que moi, je trouve ça cool. Bon, la frontière entre peak shape et surentraînement, c'est vraiment mince. Et parfois, pour vous aider à voir si une coupure, ça pourrait être bénéfique, maintenant, j'ai identifié 10 signes que j'ai listés au fil des années, indiquant si c'est le temps de prendre une pause ou pas. Le premier, c'est la perte de plaisir à l'entraînement. Le deuxième, c'est moins de motivation à faire de nouveaux records personnels. Troisième, fatigue. Vous vous sentez vraiment fatigué en début d'entraînement, mais vous pouvez quand même sortir des grosses séances. En général, c'est que vous n'êtes pas loin de votre peak shape. 4, vous mettez de plus en plus de temps à vous sentir bien lors de vos courses. 5, la qualité et la quantité de votre sommeil, elles ont changé. Il y a des réveils nocturnes, vous pouvez vous sentir fatigué au réveil, des insomnies, etc. 6, votre poids fluctue plus que d'habitude. 7, votre humeur change et vous avez des hauts et des bas et votre entourage, parfois, il vous fait des remarques comme quoi vous êtes irritable ou juste moins pétillant. 8, vous perdez plus souvent le contrôle sur vos émotions. Moi, ça m'arrive beaucoup. Vous avez parfois envie de pleurer, des trucs comme ça c'est un bon signe. 9, vous vous sentez invincible, rien ne peut vous arrêter. Et paradoxalement, ça veut dire que vous n'êtes pas si loin de votre sommet de forme. Et 10, vous avez un peu des gènes physiques qui surviennent de temps en temps, certaines restent. Et ça, c'est un bon signe aussi qu'il faut parfois prendre une pause. Maintenant, je vais vous proposer une étude de cas de mes 2 dernières saisons. Je vais vous donner des exemples très concrets de ma saison 2019, durant laquelle j'avais fait plusieurs records au 10, aussi au 21. Première observation, en regardant le schéma, ces 2 records, ils ont été établis après 2 semaines de coupure totale, puis 28 semaines d'entraînement consécutif. Deuxième observation, j'ai réalisé 2 contre-performances après ces 2 records que vous pouvez voir en rouge. Selon moi, une des raisons majeures à cela, c'est que j'ai pas pris de coupure. Ça a ensuite induit un effet plateau, le genre de truc qu'on veut éviter. Et après mon premier marathon fin 2019 et 2 contre-perfs, j'ai pris 2 semaines de coupure totale et à mon retour, on a considérablement augmenté l'intensité. J'avais aussi changé de groupe d'entraînement, donc ça joue. Et les résultats, c'est que j'ai réalisé un gros record personnel aux 10 km à Nice en 30 minutes 48 après 2 semaines de repos et 9 semaines d'entraînement consécutif. Ensuite, je me suis blessé pendant plusieurs mois au genou, mais j'ai fait un nouveau record personnel après 2-3 mois sans courir, après 15 semaines d'entraînement consécutif. Bon, j'ai tiré 4 leçons de tout ça. 1, les coupures, elles mènent toujours à des records personnels, en tout cas dans mon cas. 2, les records personnels, ils arrivent toujours après une longue période d'entraînement ininterrompue. 3, plus l'intensité est élevée, plus vite arrivent les records personnels, mais aussi plus vite arrivent les blessures et la fatigue. Et 4, la seule saison prolongée sans coupure que j'ai faite, c'est-à-dire fin 2019, ça a mené à 2 contre-performances. Maintenant, vous vous demandez peut-être combien de temps devrait durer une saison. Selon mon expérience, la durée optimale, elle se situe entre 15 et 25 semaines, avec les meilleurs chronos souvent réalisés dans les 5 dernières semaines. Cette durée, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de votre expérience en tant que coureur, combien vous faites de kilos par semaine, la progressivité dans l'augmentation de la charge de l'entraînement, votre niveau de récupération aussi, sommeil, nutrition, mentale. Ça va dépendre aussi de votre volume et ça va dépendre de l'intensité à l'entraînement. Bon, maintenant, niveau durée de la coupure, ça va vraiment dépendre des gens. C'est très dépendant de votre âge, de votre génétique, de votre récupération et tout, mais je vais vous donner quelques facteurs à considérer. Première question à vous poser, c'est quand est-ce que sont les prochaines compétitions ? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai été blessé durant les derniers mois ? Troisième question, c'est à quel point vous êtes fatigué en fin de saison, durant votre dernière saison. Et dernier point à considérer, ça va être dans quelle mesure vous avez progressé la dernière saison. Si vous avez vraiment beaucoup progressé la dernière saison, ça sert à rien de prendre trop de risques et il vaut mieux vraiment repartir très progressivement.
Donc selon moi, la durée vraiment minimale d'une coupure, ça devrait être aux alentours de 10 jours, alors que la durée optimale, elle se situe plus entre 2 et 4 semaines. Personnellement, j'aime bien prendre 2 semaines 2 fois par an, mais le meilleur moment pour revenir, c'est quand vous ressentez vraiment ce genre d'envie irrépressible de courir, et là c'est que c'est le moment. Si on prend mon entraînement comme exemple, vous voyez, du 31 mai au 14 juin cette année 2021, j'ai pris 2 semaines sans courir, sans rien faire du tout. Je pense que j'ai fait une fois du vélo pour aller voir les potes courir, rien de plus. Et bien d'après l'algorithme de Interval ICU, mon niveau de fatigue il est passé de 55 à 9, soit presque 0 en 14 jours. Maintenant je vais vous parler un peu de la méthode d'Alberto Salazar. Bon, Alberto, c'est pas la référence à tous les niveaux, on est d'accord, mais sa philosophie d'entraînement, elle a bien fonctionné pour Mo Farah et Galen Rupp, qui ont relativement été peu blessés et qui ont récolté pas mal de médailles. Je trouve sa périodisation intelligente et elle a bien marché pour moi. Voici ce qu'il dit, je le cite. « Nous travaillons sur 2 cycles de 20 semaines, donc cela fait 40 semaines. Vous demandez où passent les 12 autres semaines. Après chaque cycle de 20 semaines, nous avons une période de 2 semaines de repos total, puis nous avons 2 semaines de jogging très léger. Cela fait donc 4 semaines de récupération après chaque cycle, puis nous avons encore 2 semaines d'entraînement modéré, puis nous revenons à l'entraînement intensif. » Donc en gros, ça fait 2 semaines de coupure, 2 semaines de transition, et là ensuite, la vraie prépa commence. C'est vraiment intéressant de regarder ce que font les élites, et par exemple, si on prend Kipchoge, lui il prend 3 semaines, voire 1 mois sans courir. Bernard Lagat, il prend 5 semaines sans course, je cite, j'en prends 5 et je ne fais rien, je mange et je joue avec mes enfants. Mo Farah et Galen Rupp, on en a parlé, ils prennent 4 semaines, 2 fois 2 semaines, sans courir. David Rudisha, recordman du 800 mètres, 1,40, il prenait 6 à 12 semaines complètement off chaque année. Usain Bolt, on est presque sur un autre sport mais c'est intéressant, il prenait 4 à 8 semaines sans courir et son entraîneur Glenn Mills, il a mentionné lors d'une conférence en Jamaïque en 2010 que Bolt il avait tendance à avoir besoin de prendre énormément de récupération, surtout mentalement, et qu'il pouvait prendre jusqu'à 2 mois de congé s'il n'y avait pas de championnat du monde ou les Olympiques. Finalement, l'équipe de Sweat Elite, ils ont demandé à 20 athlètes élites dans les épreuves allant du 400 au marathon combien de temps durait leur pause, et parmi les athlètes, la pause la plus courte elle était de 10 jours et la plus longue elle était de 5 semaines. La moyenne c'était de 12 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera un minimum à prendre une coupure à chaque saison. C'est non seulement pour votre bien, mais c'est surtout pour fracasser vos chronos saison après saison, et ça c'est vraiment ce que je peux vous souhaiter. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!